Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver malgré la gravité des sujets que nous abordons ce soir. On m'a demandé d'évoquer cette ligne de front face à l'islamisme qui concerne aussi bien la France qu'Israël. Les lignes de front sont nombreuses. Et voilà, et je veux le rappeler ici tout de même, la première ligne de front est en Ukraine où se joue notre avenir. L'avenir de l'Europe, l'avenir de la démocratie. Et en quelques mots, dire que tout doit être fait pour soutenir le valeureux peuple ukrainien, tout doit être fait pour que la Russie ne l'emporte pas, tout doit être fait pour que le droit international et la justice l'emportent. Oui, tout, parce qu'il en va de notre avenir. Et merci encore une fois, cher Bernard-Henri Lévy, d'éclairer avec constance et courage sur ce sujet, comme sur tant d'autres, nos consciences. L'autre ligne de front, c'est la guerre que nous mène l'islamisme, dont la matrice est la haine des Juifs. Nous sommes un 19 mars, cela a été rappelé. Cher Arié Ben-Semoun, il y a 12 ans, notre pays était frappé à Montauban et à Toulouse. Et il y a 12 ans, jour pour jour, nous nous retrouvions, toi et moi, dans la cour de l'école aux Arts à Torah, martyrisés par un terroriste islamiste. Et parce que je l'ai vu tout à l'heure sur une des photos, je veux saluer la mémoire de Samuel Sandler qui représentait la dignité d'un grand-père, la dignité d'un père, mais qui tenait debout et qui était ce qu'il y a de meilleur que peut donner la France et les Juifs à l'humanité. Il est donc logique qu'avec Arié, nous nous retrouvions une nouvelle fois, ce soir, tous les deux, au nom d'une belle amitié et de combats partagés dans ce moment si périlleux. Merci à Arié Ben-Semoun et à toute son équipe pour l'organisation de cette belle soirée. Oui, l'Europe est plus que jamais la cible du djihadisme et de l'islamisme. Leur stratégie, cela a été rappelé, est de long terme, en se structurant d'abord dans les pays européens où vivent d'importantes communautés musulmanes. Leur but est de nous attaquer non seulement de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur, de nous frapper en plein cœur pour semer la terreur et la division. Et la France est visée depuis de nombreuses années dans ses dimensions démocratiques, laïques, chrétiennes et juives, parce que notre civilisation est millénaire, parce que nous sommes le pays des Lumières et que nos valeurs sont universelles, et on attaque notre école, ses enseignants qui sont frappés par les islamistes, raison de plus pour défendre plus que jamais l'école de la République et ses enseignants si courageux. Et on a attaqué notre liberté de penser, la caricature, et plus que jamais, nous devons rappeler que le symbole de la France, le symbole de cette liberté, le symbole du pays de Voltaire et de Rabelais, c'est Charlie Hebdo et sa rédaction. La guerre est nourrie par l'islam politique et les frères musulmans. Et il faut bien comprendre le lien entre les djihadistes et l'islamisme qui valide idéologiquement les ruptures avec la société. Et prenons bien conscience que nous avons chez nous des milliers de personnes radicalisées qui représentent une menace majeure et qui peuvent frapper à tout instant. Il faut évidemment compter sur nos forces de sécurité et nos armées, sur le travail patient de nos services de renseignement et de la justice. Mais nous devons mener une guerre idéologique, un vieux mot, intellectuelle et culturelle contre l'islamisme. Il faut comprendre que l'islam et les musulmans sont pris depuis une quarantaine d'années au moins dans les convulsions de notre monde contemporain. Et le grand défi est donc au sein de l'islam, et pas seulement en France. Et il faut empêcher la collusion entre l'islam fondamentalisme et l'islam modéré. Les musulmans d'Europe, je le disais, sont l'objectif des islamistes. Ils veulent les séparer du reste des citoyens, ils espèrent des représailles contre eux et des attaques contre des mosquées pour provoquer un climat de guerre civile. C'est pourquoi il faut les protéger, mais aussi les rappeler à leur propre responsabilité. Tous les musulmans doivent se lever contre cet islamisme et nous devons les aider à se lever contre cet islamisme. Et je ne cache pas mon inquiétude
quand je lis que 57% des jeunes musulmans considèrent que la charia est plus importante que la loi de la République. Si nous ne sommes pas capables de bâtir en France et en Europe un islam des Lumières qui passe notamment par la promotion d'intellectuels musulmans porteurs de nos valeurs, par un travail d'interprétation du Coran, par un contrôle des imams, par une rupture de fait avec l'islam des pays d'origine, le pire est possible, c'est-à-dire la confrontation. Et vous le savez, le chemin de crête est étroit. Et quel lien avec Israël? Mais c'est la même ligne de front. Oui, évidemment, avec toutes les différences et les nuances. Mais Israël, seule démocratie de la région, société ouverte où vivent avec les mêmes droits que le reste de la population, 2 millions d'Arabes israéliens, est attaquée par les islamistes du Hamas. Je me rends régulièrement en Israël depuis plus de 40 ans. J'ai pleuré Yitzhak Rabin, l'homme des accords d'Oslo, qui avait soulevé tant d'espoir, assassiné par un juif fanatique. Je me souviens encore de ma dernière discussion en 2015 avec Shimon Peres, qui croyait toujours dans la paix et qui imaginait ce qui allait se traduire par les accords d'Abraham. J'aime ce pays, ce peuple, son dynamisme, sa résilience, sa force, son armée populaire et jeune, mais je n'ignore rien de ses faiblesses et de ses fractures. Je l'aime, ce peuple, monde, coincé sur la minuscule bande de terre qu'a fini par lui consentir, il y a 3/4 de siècle, un Occident et un monde dégoulinant de tout le sang juif versé dans le torrent des siècles. Et j'aime ce miracle d'endurance et d'intelligence, de lucidité et de bonté. Alors que, comme au premier jour, exactement comme au premier jour, il entend ses voisins hurler à la mort, il reste dans sa majorité fidèle à ses principes fondateurs et encore prêt à la paix le jour où les autres le seront ici. Ces mots ne sont pas les miens. Vous le trouverez dans le merveilleux ouvrage de Bernard-Henri Lévy, si fort, si juste, c'est personnel, et ces mots, je les fais miens et vous devez les faire vôtres. Je ne sais plus combien de fois je me suis rendu en Israël, mais depuis le 7 octobre, tout a changé. Je l'ai senti au fond de moi-même, sur place, aux côtés d'Arié, avec les députés que je salue et qui nous accompagnaient quelques jours après. Nous étions plongés dans le désarroi et l'incompréhension d'un pays, l'horreur des actes perpétrés, l'odeur de la mort, la douleur, la dignité, les larmes des familles, des victimes et des otages, les Français bien sûr, et tous les autres, la réaction de Tsahal. Nous ne sommes pas revenus indemnes. Mais nous avons également tout de suite compris et anticipé la mécanique implacable du oui mais qui allait se mettre en place pour effacer ce crime, pour l'oublier comme une forme de négationnisme et faire de la réaction de l'agressé la cause de tous les maux. Des femmes violées, martyrisées, humiliées, oui, mais des nourrissons égorgés, tués, oui, mais des vieillards sans défense, assassinés, oui, mais des civils pris en otage, oui, mais pire encore, la victime l'aurait au fond quand même bien cherché. Ah, si la honte avait un visage. Car ce que je comprends en écoutant depuis le 7 octobre beaucoup de commentateurs, c'est bien de tous les malheurs du monde sont imputés à Israël. On exige un cessez-le-feu définitif. Il serait une victoire pour le Hamas. On propose tout de suite, demain, une solution à 2 États. J'y suis favorable, mais maintenant, tout de suite, la belle affaire. Comment? Avec qui? Et cela justifierait aujourd'hui, le 7 octobre et les atrocités du Hamas. Où ont-ils la tête, ces gens-là? Notre diplomatie, à l'instar d'autres chancelleries, est si peu imaginative, si lâche, oui, si lâche. Et je n'évoque pas l'Organisation des Nations Unies, totalement décrédibilisée. Dans le bruit et le fracas, j'attends encore une chose que je n'ai pas pour l'instant pas entendue. Est-il venu à l'idée de quiconque de demander au Hamas de faire preuve de tempérance et de contenir sa violence? Qui exige au Hamas de rendre la liberté aux otages, victimes d'un marchandage ignoble? Qui exige au Hamas de rendre les armes? Qui exige à ses dirigeants de se soumettre ou de partir loin? Et pourtant, si ces conditions étaient mises en œuvre, la guerre s'arrêterait et les souffrances des uns et des autres également.
La vérité est que sans le Hamas, Israël ne serait pas en guerre permanente pour sa défense et celle de ses citoyens face au flux ininterrompu de roquettes envoyées sur le territoire israélien et dont la puissance technologique leur évite de pleurer chaque fois plus de nouveaux morts. Sans le Hamas, il n'y aurait pas eu de 7 octobre, il n'y aurait pas non plus d'otages, ni la guerre. Sans le Hamas, l'autorité palestinienne sortirait peut-être de ses ambiguïtés. Voilà ce que devrait défendre notre diplomatie, plutôt que de ressortir les mêmes éléments de langage depuis des décennies. Nous voulons tous arrêter la guerre avec son cortège de violence, de morts, de souffrances, de fausses nouvelles et de manipulation des chiffres, avec en première ligne les Israéliens qui pleurent d'envoyer leurs enfants au combat et les Gazaouis transformés en boucliers humains par le Hamas. La souffrance des Palestiniens est due au Hamas et non pas à Israël qui se défend. Toute vie se vaut, mais nous savons quelles sont les intentions des uns et des autres. Alors disons les choses clairement. Je n'ai pas de sympathie particulière pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou et ses ministres ultras. Pas plus d'une grande partie de la population israélienne qui voit son pays s'enliser dans une impasse politique depuis trop longtemps. À la fin de la guerre, ils exigeront des explications, ils choisiront souverainement de tourner ou non cette page douloureuse, mais c'est à eux de décider, pas nous. Les Israéliens forment un grand peuple démocratique. Et ils devront relever d'autres défis que nous ne pouvons pas ignorer. Ils ont été évoqués, ceux posés notamment par le Hezbollah et bien entendu l'Iran. Et là aussi, nous sommes concernés et nous devons agir. Mais la paix passera d'abord, c'est la condition à tout, par l'élimination de l'appareil militaire et terroriste du Hamas. C'est la condition première pour rétablir une autorité palestinienne digne de ce nom à Gaza et en Cisjordanie, à condition que celle-ci change, que ses responsables corrompus et décrédibilisés soient renouvelés, avec l'engagement d'Israël, qui exigera et imposera une sécurité absolue de ses frontières, avec le soutien, il faut l'espérer, de la communauté internationale et des pays de la région. Il faudra trouver, oui, une solution politique pour le peuple palestinien qui a le droit de maîtriser son destin, et nous savons que c'est aussi une condition de la sécurité d'Israël. Il faudra évidemment du temps, beaucoup de temps. Rien ne sera facile, vous le savez, mais il faudra prolonger la belle réflexion de Jean-Michel Blanquer. Le 7 octobre fut la pire attaque qu'Israël a eu à connaître dans son histoire. La barbarie qui s'est exprimée, l'unanimité des actes nous ont donné à tous une leçon sur l'ennemi que les Israéliens ont à combattre. Elle est là, la ligne de front. Les nôtres ne sont pas bien différents. Cela a été rappelé à Toulouse, à Nice, à Conflans-Sainte-Honorine ou à Paris. Et voyez le lien entre le Bataclan, les terrasses de Paris et la rave party dans le Negev. Si évident. Voilà pourquoi il faut défendre le droit d'Israël à se défendre. C'est même un devoir de réponse d'un État démocratique et protecteur envers ses citoyens. N'en déplaise à certains, je veux le rappeler, j'étais Premier ministre, la France elle-même a eu à faire ce choix au lendemain des attaques de novembre 2015, quand il a fallu frapper en Irak et en Syrie l'État islamique. Et pendant qu'Israël se bat, et pendant qu'Israël et les Israéliens se battent comme les Ukrainiens, aussi pour nous, pour la défense de nos valeurs, nous devons être d'un soutien irréprochable. Et il ne nous reste plus qu'à faire front commun face à l'obscurantisme. Nous devons mobiliser contre la haine des Juifs qui déferlent sur nos compatriotes depuis le début du conflit avec le groupe terroriste et qui déferlent partout sur les Juifs en Europe, aux États-Unis d'Amérique et dans le monde. Trop longtemps, nous avons été seuls quelques-uns à dénoncer cette propagation de la haine des Juifs sur fond de montée de l'islamisme et des complicités abjectes d'une partie de la gauche et des lâches de tous les partis. Les Juifs de France, et c'est rappelé aussi par Bernard-Henri Lévy dans le livre, ont connu le supplice d'Ilan Halimi. Ils ont vu le déni de justice qu'avait eu à subir après sa mort Sarah Halimi, la tuerie de Toulouse, celle de l'hypercachère de la Porte de Vincennes, la mort en 2018 poignardée à son domicile de Mireille Knoll, rescapée de la Shoah, ont révélé cette évidence. La France des droits de l'homme et de l'affaire Dreyfus redevenait un pays
où on pouvait mourir parce que simplement juif. Et depuis le 7 octobre, l'angoisse et l'incompréhension sont de nouveau là. La peur aussi. Elle se traduit par une kippa que l'on ne porte plus, un nom sur une boîte à lettres que l'on efface, une mezouza que l'on enlève. Et voilà qu'à Sciences Po Paris, on ne laisse pas entrer dans une réunion une étudiante parce qu'elle est juive, sioniste, comme on a chassé ces femmes lors des manifestations du 8 mars qui venaient rappeler le féminicide du 7 octobre en Israël. Mais c'est insupportable, mes chers amis. Ce n'est pas cela la France. Il est temps de se révolter et de dire qu'à Paris ou à Toulouse, à Lille ou à Lyon, tout le monde peut être sur un campus, toutes les réunions sont ouvertes et il faut chasser ceux qui veulent chasser la liberté, la démocratie et nos valeurs. Alors, cher Bernard-Henri Lévy, Israël est-il seul? Solitude d'Israël, dont vous nous parlerez dans un instant. Les Juifs sont-ils seuls? Oui, vous avez raison, en écrivant « Pas une terre sur cette planète qui soit un abri pour les Juifs ». Voilà ce qu'énonce le 7 octobre, écrivez-vous. Ne pas le comprendre, c'est ne rien comprendre à ce que nous vivons, à ce que ressentent les Israéliens, à ce que ressent le monde juif. Beaucoup ne le comprennent pas, d'où les absentes béantes, criantes à la manifestation du 2 octobre dernier contre l'antisémitisme et pour la République. Nous avons le devoir du respect sans faille de l'histoire des Juifs dans notre pays et de leur douleur passée. C'est au cœur de mon engagement, c'est au cœur de l'identité française, et je ne cesserai de le répéter, sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. C'est un défi considérable qui nous est posé, parce que je retrouve les mêmes mots d'il y a quelques années, ceux qui se disent « nous allons partir ». Mais cette fois-ci se pose une autre question, mais où? Ce devoir nous rattache aussi, par des liens éternels et fraternels, à Israël. Ce soir, je veux dire au peuple israélien, à mes compatriotes juifs, que grâce à ce magnifique rassemblement, qui aura des suites, à notre engagement, au mien, comme à celui, il faut le rappeler, d'une majorité de Français, Israéliens, Français juifs, vous n'êtes pas seuls. Oui, je l'aime, ce peuple monde, et il a le droit, le devoir de gagner, pour lui, pour eux, pour nous, car là-bas se joue aussi notre avenir et notre destin. Le 7 octobre est un révélateur des dérives d'une partie de la gauche, les fameuses gauches irréconciliables que j'avais évoquées, des ravages de l'islamo-gauchisme, du wokisme dans nos universités, du relativisme, du rôle des réseaux sociaux, des théories complotistes qui convergent dans leur haine des valeurs universelles et donc des Juifs. Oui, c'est la même ligne de front. Être patriote et républicain, c'est le comprendre. Le 7 octobre est donc un révélateur qui nous oblige à un sursaut. Seul, le républicanisme et une défense intransigeante des valeurs universelles, de la laïcité, de notre école, de notre langue, de l'unicité de la France le permettront. C'est la République et la France pleinement qui sont la réponse aux fractures et à cette montée de l'antisémitisme et à ce relativisme qui touche une partie de notre jeunesse. C'est une autre histoire? Non, c'est la même. Et nous nous retrouvons, je n'en doute pas, pour en reparler et agir ensemble. Alors, à l'offensive, c'est le pacte que nous scellons ce soir. Merci.